Je vais juste rehausser mon ordi parce que du coup, je baisse les yeux pour. On a l'impression que je te regarde pas, enfin que je suis pas à l'écoute. Donc, je rehausse d'une brique. Je prends un jeu, tu vois, Catan. Ah, toi aussi, t'aimes bien les jeux de société? Querelleuse, querelleur, bienvenue. Aujourd'hui, pour la chaîne Querelle, je vais à la rencontre de Mylène, hostess de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Elle a créé sa chaîne il y a juste un an, saisissant l'occasion d'un premier confinement pour passer de l'écrit à l'image et nous faire profiter de sa passion pour le genre horrifique. Elle nous livre dans cette interview ses premiers effrois, son arrivée dans un cinégame bienveillant et ses réflexions sur l'ambivalence du slasher. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et recommander la chaîne Querelle à vos amis. Restez bien jusqu'à la fin pour la scène post-générique. Ah, les jeux de société, bah parlons-en un peu. Parce que j'ai vu que tu avais chroniqué La Nuit des Morts Vivants. Est-ce qu'il est vraiment si bien que ça? Je suis sûr que tu étais payé pour dire que c'était bien. Ah non, et pour le coup, je l'ai payé ce jeu. Il est pas donné, hein, parce que les zombicides, c'est quand même pas donné du tout, hein. Mais non, non, franchement, c'était un jeu que j'avais hâte de tester, parce que bah, j'adore les jeux de zombies. Et je suis hallucinée. Justement, je suis toujours curieuse de voir comment on peut adapter une licence. Parce que des fois, je suis un peu sceptique. Je me dis, ah, il suffit pas de mettre une belle image du film avec le titre. Enfin voilà, ça suffit pas. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça vraiment chouette de reprendre un peu le scénar, de te remettre dans l'immersion, de te dire, allez, tu dois mettre le plus de planches pour éviter les zombies, tu vas jouer les personnages. Bien sûr, t'as pas du tout envie de jouer les persos insupportables du film, hein. Moi, à chaque fois, je choisissais mes préférés, hein. Euh, je laissais les persos insupportables à mon mec. Mais non, non, j'ai trouvé, Dans la cave. c'est ça. Je lui dis, tiens, toi, tu prends vraiment, allez, même Barbara, je la voulais pas parce que voilà, je trouve que la Barbara de l'original est vraiment, elle m'énerve à un point, voilà, je la supporte pas. Donc, donc voilà, du coup, non, non, les zombicides, ils sont top. Les persos, à chaque fois, sont vraiment très, très beaux. Donc là, j'ai hâte de les peindre parce que ceux-là, je les ai pas peints. On a peint que les zombicides de la boîte de base. Et j'ai pas encore fait tous les scénars parce que voilà, il faudrait un an complet à rien faire, faire que ce jeu, voilà, pour pouvoir tout poncer parce que ça prend du temps, c'est des longues parties, mais c'est une super surprise. Et là, j'ai deux, trois jeux d'avance, mais qui sont pas des licences officielles pour le coup. Un qui ressemble énormément au scénario de Cube, mais c'est franchement, il n'y a pas marqué Cube sur la boîte, mais Hmm. c'est ça. Et un qui se ressemble beaucoup à House on Haunted Hill. Et que pour le coup, là, j'ai pas encore testé, donc je veux voir un peu comparer avec le film pour être sûr que ça matche bien. Mais et un autre qui ressemble pas mal à Evil Dead. Donc du coup, mais je trouve ça marrant de pouvoir, quand tu es très très fan des films, pouvoir te mettre un peu en immersion dans les films, mais version jeu de société. Est-ce que tu te souviens de ta première vidéo? C'était il y a moins d'un an, c'était en mai, et ma première vidéo c'est sur Hurler de peur, donc Ouais. de la Hammer. Et du coup, je suis partie sur une adaptation de l'un de mes articles parce que j'avais un blog depuis 2017. Et vu que je savais pas trop encore ben, si j'étais prête pour la vidéo, si comment j'allais faire, je me suis dit on va se lancer sur une adaptation d'un article, comme ça j'ai déjà la base, voir si j'y arrive, je vais l'adapter en vidéo. Et puis en fait, ça m'a énormément plu. J'ai adoré adapter l'image. Du coup, je suis partie encore plus loin parce que j'ai fait encore plus de recherches sur bah, qu'est-ce que c'était la Hammer, sur tout ce qui était bah, l'influence de Psychose, justement sur le modèle Hitchcockien, sur le thriller, voilà tout ce que ça avait donné. Et du coup, bah, la machine était lancée et ça m'a donné envie de faire d'autres vidéos. Et voilà, c'était sur Hurler de peur, qui est l'un, bah, mon film préféré de la Hammer. Alors, tu dis que tu écrivais avant. Du coup, Ouais. tu écrivais depuis combien de temps avant? J'écrivais bah, depuis 2017, j'avais lancé, bah, j'ai toujours mon blog. J'avais lancé un petit blog où en fait je faisais soit je me lançais dans des sagas, où en fait je revenais sur tout ce qui était ben, la genèse de la saga, je comparais tous les opus, je revenais sur les incohérences entre les personnages, voilà, j'essayais de revenir sur toute la saga. Soit je revenais sur des slashers, puisque bah, c'est mon domaine enfin, de prédilection, ce que je préfère, soit je revenais sur des films un peu obscurs.
Et donc, du coup, c'est un modèle que j'ai quand même pas mal gardé dans ma chaîne. Quel a été l'élément déclencheur pour tout à coup te dire je veux faire des vidéos? Et qu'est-ce qui t'a fait passer le pas? Pourquoi la veille tu faisais pas de vidéos et puis tout à coup tu faisais des Ça a vidéos? été un super long processus. Je pense que ça a mis au moins, je dirais bien, 1 an et demi, 2 ans. J'avais mon ami le coin du bis qui me disait depuis un moment, allez, lance-toi et tout. Moi, je fais des vidéos, regarde ce que je fais, vas-y, lance-toi, passe au format vidéo. Et donc, je lui ai montré mon blog et tout, et il m'avait dit, lance-toi. Mais moi, je me sentais pas prête. J'avais très peur aussi. C'est vrai que je m'étais fait une image assez négative de la réception YouTube, de tout ce que ça, voilà, de tout ce que ça pouvait apporter, de montrer son image, de tout ce qu'il fallait. De ce qu'il fallait voilà avoir comme bagage émotionnel pour être prêt pour YouTube. Et du coup, j'étais pas prête. Et durant le confinement, mon mec il m'a dit allez c'est bon, tu prends ton réflexe, je te fabrique un espèce de pied avec mes 2 bouts de bois là, et c'est bon, on se lance. Et du coup, c'est lui qui m'a vraiment poussé. C'est pour le coup, c'est vraiment l'image du coup de pied aux fesses. Il m'a dit c'est bon, tu te lances. Et on avait aussi le petit groupe, bah, du coup, qui aujourd'hui est la sororité, donc avec Bon Chic, Bon Genre, Demoiselle d'horreur, Laura Féjor, Léo Rio, et qui m'ont dit allez, c'est bon, lance-toi. Et donc, avec toutes ces motivations, ben, j'ai lancé la chaîne. Alors qu'est-ce qui t'inquiétait particulièrement dans ce passage à la vidéo? Tu dis que tu avais des Ouais, réticences? je pense que j'avais une image très négative de YouTube. Je me disais Ouais? que c'était ça, il y avait beaucoup de jugements par rapport, que ça soit par rapport au physique, par rapport au format. Et je pense que le fait d'être au format blog, il y avait aussi mon petit confort où je me disais, ben mine de rien, j'ai pas énormément de retours. J'avais des retours via, par exemple, Sens Critique ou par rapport à Instagram, mais du coup, ça m'allait aussi bien parce que du coup, j'étais dans ma zone de confort. Et donc, je me disais si je passe au format vidéo et que voilà, quelque part, c'est nul, là, ça va être l'échec cuisant, quoi. Et donc, je pense que voilà, j'étais pas prête. Et c'est vrai que pour YouTube, c'est quand même un autre niveau. Et je pense qu'il faut avoir quand même, ouais, être prêt psychologiquement pour se lancer. Et pour le coup, je l'étais pas et j'avais beaucoup d'a priori. Et le fait que ça soit bien passé aussi vient du fait que j'ai quand même été très bien entourée dès le départ. Et 10 mois après, quel est le bilan de ça? Est-ce que tes réticences, sont complètement envolées? Est-ce que ça t'apporte beaucoup plus que le blog? Parce que tu disais que tu avais pas de retour sur le blog. Est-ce que ce retour est essentiel pour toi maintenant? Ça m'apporte plus, ouais, sur le sens des retours. Après, il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est que je me suis mis à Twitter, ce qui a beaucoup, du coup, apporté aussi. Parce que Twitter, ça apporte, ouais, ben, un retour direct, un contact direct qu'on n'a pas du tout avec les autres réseaux sociaux quand on produit. Parce que j'avais Instagram, mais Instagram, ça reste quand même plus une vitrine de l'image et du coup, on a quand même moins ce retour sur la production écrite ou la production, ben, voilà, vidéo. Et du coup, Twitter, ça a quand même pas mal changé aussi sur ce fait-là. Après, j'ai pas eu d'énormes déceptions parce que du coup, bah, comme je le disais, j'ai quand même été très bien entourée. Dès le départ, j'ai eu la chance, bah, voilà, d'avoir la sororité, d'être très bien accueillie par des vidéastes comme Drawer, Le Coin du Bis ou encore As l'Épouvantail qui ont été super, qui ont vraiment été top dès le départ. Donc, du coup, quand tu arrives comme ça dans une bulle, ça fait que même si tu as des gens qui sont plutôt nauséabonds, qui sont jaloux, qui ont un énorme ego, du coup, tu les laisses de côté parce que cette bulle est plutôt agréable et ça peut rester de côté, quoi. C'est pas grave. Donc ça a été une chance. Et puis il y a aussi le fait d'être dans une grande ville comme Lyon, j'ai rencontré aussi d'autres vidéastes comme Cinéma et Politique ou aussi Vidéodrome, où tout de suite on a été mis en contact et c'était aussi agréable de se rencontrer en vrai, quoi. Tu as commencé dans le confinement, je suppose que Mm. tu as mis un temps avant de voir tout le monde en vrai? Il y Eh a eu vous vous ben, connaissiez avant ou ça s'est fait, on se via connaissait le pas du tout avant. La seule personne que je connaissais d'avant, c'était Laura. Après, le reste, pas du tout, bah, sauf voilà, Mathieu du coin du bis que je connaissais d'avant. Mais sinon, je connaissais vraiment personne d'avant, ou alors on se suivait via Instagram, mais voilà, sans trop se parler. Et je pense que les premières personnes que j'ai rencontrées, voilà, en vrai, c'était Cinéma et Politique et Vidéodrome. Et finalement, on s'est rencontrés assez vite. On s'est rencontrés entre deux confinements. Et on est devenus des amis et voilà, maintenant on se voit régulièrement bah, quand on peut, quand on n'est pas confiné ou quand on n'est pas en couvre-feu. Après, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, bah, quand je suis montée à Paris,
J'ai pu rencontrer Léo Rio, Demoiselle d'horreur, Sweetberry. Voilà, on a pu aussi se rencontrer en vrai. J'ai pu rencontrer Bon Chic, Bon Genre. Enfin, voilà, du coup, ça crée des liens qui sont autres que quand on est que par le média d'Internet. Et à part les lives, est-ce que vous allez faire des croisements dans certaines vidéos? Est-ce que vous allez croiser vos Alors savoirs? moi, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est qu'à la phase de recherche. Donc, je veux pas trop teaser et D'accord. voilà. Mais je prépare un gros dossier sur le slasher qui serait donc sous forme, si tout va bien, de 15 vidéos. Et Ah donc, oui, en fait, gros dossier, l'idée oui. serait, voilà, c'est pour ça que je veux pas me porter la poisse. Mais du coup, l'idée, en fait, serait de faire intervenir des vidéastes, des podcasteurs ou alors des blogueurs, blogueuses, voilà, qui ont vraiment un affect par rapport au sujet que je vais traiter et qui vont apporter en fait leur expertise sur le sujet que je vais traiter par rapport au slasher. Donc, ça serait l'idée pour le coup là sur ma chaîne. Parce que le slasher, c'est hyper ambivalent parce que il y a à la fois énormément de misogynie parce que la femme c'est la victime innocente voilà qui doit être pure de toute chose pour survivre. Il y a cette image de la femme virginale qui doit vraiment avoir cette image parfaite pour survivre et puis à côté toutes ces femmes qu'on va voir voilà nues pour l'exploitation pour faire venir voilà des ados pour faire vendre le produit du slasher quoi. Et dans les slashers un peu plus récents, ou comme par exemple Scream, on a cette évolution de la Final Girl qui est vraiment un renouveau avec une femme forte. Bon, là, encore une fois, Jessica, elle a traité le sujet de la femme forte et elle le maîtrise bien mieux que moi. Mais avec cette femme forte, avec ce renouveau de la Final Girl. Et je pense que justement, la Final Girl, c'est peut-être le sujet le plus intéressant par rapport à la femme dans l'horreur, parce que au départ, c'est peut-être pas un objet en fait féministe, voilà, pour mettre la femme en avant, mais peu à peu, c'est un objet qui est devenu un objet féministe parce que au départ la femme c'était la victime, c'était l'objet fragile, c'était celle qui criait, d'ailleurs la Scream Queen, c'était voilà la victime de prédilection. Et peu à peu, c'est devenu en fait aussi celle qui pouvait combattre, celle qui pouvait être face du coup à l'agresseur. Et donc ça, je trouve, c'est hyper intéressant et c'est aussi pour ça que ben j'ai prévu d'en faire vraiment un gros morceau dans mon dossier sur le slasher pour essayer justement de décortiquer et voir si le slasher est vraiment si misogyne que ça, est vraiment si féministe que ça et voir les bons points et les mauvais points du ce genre. Mais je pense que oui, la Final Girl, c'est l'un des sujets les plus intéressants sur ça. Tu parles de différentes formes d'expression, là, le blog, le podcast, YouTube. Quel est celui de prédilection pour toi? C'est la vidéo parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par l'image. J'aime beaucoup m'exprimer avec des images. J'ai toujours besoin d'appuyer mes propos par l'image qui s'accompagne parce que voilà, je fonctionne souvent je parle des couleurs ou je parle des effets visuels, donc j'ai beaucoup besoin comme ça de l'accompagner. Mais j'adore la phase d'écriture. La phase d'écriture, pour moi, elle n'a pas changé. Que ça soit sur un article ou que ça soit sur une vidéo, c'est la même chose. Je vais adapter quelques trucs, mais finalement, c'est vraiment la même. Du coup, là, je suis contente. J'ai quand même réussi à ressortir un article il y a peu. J'arrivais pas à reconsacrer du temps à mes articles parce que les vidéos me prenaient trop de temps. Après, je me suis dit, voilà, c'est la première année. Il faut que j'arrive à trouver un rythme un peu de croisière pour justement à conjuguer les deux parce que je voulais pas abandonner le blog. Et qu'on se dise, bah oui, effectivement, YouTube, c'est plus important qu'un blog. Non, il n'y a pas de hiérarchie pour moi dans les supports. J'aime autant mon blog que ma chaîne. C'est juste que voilà, ben quand un film va sortir en salle et que j'aurai pas le support vidéo pour m'exprimer avec la vidéo, je vais sortir mon article. Et puis quand je vais pouvoir faire une analyse plus poussée avec la vidéo, et ben je sortirai peut-être plus tard une vidéo. Voilà, j'adapterai. Par contre, c'est vrai que le support du podcast, je le consomme, mais c'est pas un support qui me sied à moi. Welcome to Primetime Beach, phrase célèbre, saga encore plus célèbre. Est-ce que c'est une saga de cœur pour toi, Freddy? Pourquoi ce titre en particulier? Est-ce que c'était juste le jeu de mots ou il y a vraiment un amour de cette saga-là? Ben déjà de base, j'ai un amour tout court pour Wes Craven parce que bah voilà Scream, j'adore Wes Craven. Je trouve qu'il a apporté beaucoup au cinéma d'horreur. Il a quand même réussi 2 fois de suite à révolutionner le slasher, donc c'est quand même pas rien.
Et c'est vrai que Freddy, c'est une saga, même si elle est pas parfaite, je trouve que c'est une saga sur la longueur qui se tient le mieux. Et c'est une saga doudou, c'est une saga que j'aime, une saga popcorn. Et le troisième opus, mais alors, mais je l'aime d'amour. Voilà, j'adore cet opus. Il est fun. Aujourd'hui, on parle de Stranger Things. On dit que c'est geek, que c'est chouette. On aime suivre ses ados et tout. Mais pour moi, vraiment, Freddy 3, c'est le Stranger Things de l'époque. C'est en plus, il y a tellement. Je me suis tapé tout le documentaire sur les Freddy et je trouve que c'est trop drôle toute cette pop culture qui s'est mise en place à partir du Freddy 3 avec voilà ce clip autour du film Dokken avec tout ce côté ouais très geek en mode Dream Warrior, on va péter les dents à Freddy et à la fois bah t'as pas envie que Freddy meure parce que c'est ton pote et cette punchline mais que franchement cette scène je me la suis remise mais tellement de fois tellement elle m'a fait rire et c'est vrai que quand j'ai lancé mon blog je me suis dit ben quand même il faut que je trouve un truc chouette et je vais pas juste dire voilà cinéma machin voilà ça me ressemblait pas j'avais envie d'avoir une accroche un peu et je me suis dit allez bah qu'est-ce qui me ressemble bon bah un slasher que j'aime bien j'ai un peu fouiné et puis, mon mec, il me dit, bah, on était en train de revoir les Freddy. Il me dit, mais attends, mais on n'arrête pas de revoir cette scène et tout, ça peut être cool, ça. Et je dis, bah, allez, c'est banco. Bon, après, j'avais pas réfléchi au fait que le fait de mettre Beach dans son titre, ça peut bloquer pas mal de choses. Donc, ça m'est pas mal arrivé qu'on me dise, mais vous avez des propos insultants dans votre titre. Donc, mais ouais, non, franchement, c'est une saga de cœur et un réal que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je trouve que ça me représente bien. Ça représente bien tout le fun, tout le côté à la fois horreur, punchy, geek que je voudrais mettre dans ma chaîne et ça me représente bien. Tu remplaces les images de l'écran de télé par tes films de cœur aussi, je suppose. C'est ça. C'est assez varié en plus, c'est pas Mm. forcément de l'horreur. Quel est ton rapport justement avec le cinéma plus traditionnel? En fait, je regarde vraiment de tout. Je pense que le cinéma avec lequel j'ai le moins d'affect et que j'ai le plus de mal, c'est vraiment le cinéma qui est en rapport avec la guerre. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai le plus de mal. Mais après, ça va m'arriver une fois ou deux par an, voilà, de regarder un classique parce que j'ai envie de le découvrir. C'est juste que je vais moins en manger parce que voilà, c'est plus compliqué pour moi. C'est un peu comme les drames où je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, donc je vais mettre plus de temps à regarder. Je pense que l'horreur, c'est vraiment un genre dans lequel je me suis retrouvée très très vite parce que ça a été très vite très ludique pour moi. C'est un genre, je m'attache beaucoup aux personnages. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup deviner ce qui va se passer. Pour moi, c'est vraiment le principe un peu bah, du jeu de société pour le coup, où je vais vraiment essayer d'éluder toutes les pistes, de deviner, voilà, qui est le tueur, qu'est-ce qui va mourir, quelle piste va prendre le film. Et pour moi, le genre de l'horreur, c'est celui qui se prête le plus au ludique. Donc, ça me va très bien. Et puis, il y a aussi ce côté catharsis où, mine de rien, je pense que, sans m'en rendre compte, c'est un film aussi qui me fait, enfin, c'est un genre qui me fait aussi beaucoup de bien. Où ça me permet aussi des fois d'évacuer sans m'en rendre compte. Voilà, mine de rien, on dit que voir des choses, le côté c'est loin de toi, ça ne peut pas t'atteindre, ça te fait du bien. Donc je pense que la catharsis fonctionne très bien pour moi sur certains films. Après, c'était très important pour moi de mettre par exemple Podane dans mon générique parce que je suis très attachée au cinéma de Jack Demy et je trouve qu'on a tendance à dire que les fans d'horreur n'aiment que l'horreur. Et pour moi, c'est pas vrai. Et surtout que les fans d'horreur, bah, souvent, moi, par exemple, chez moi, j'ai une grosse collection d'horreur, mais j'ai aussi beaucoup de comédies romantiques. Et quand mes amis voient ça, ils sont là, mais c'est pas possible. Comment tu peux aimer Et je dis, bah, bien sûr. Sinon, j'adore Podane et j'adore Scream. Donc, du coup, c'était important pour moi de mettre ces deux choses comme ça à côté en disant, mais bien sûr, tu peux aimer un film complètement cucu avec une chanson de Michel Legrand et un film complètement sanguinolent, hyper gore, qui va te faire crier. Voilà, c'est possible. Les deux ne sont pas complètement impossibles. Tu dis très vite l'horreur. Quand tu dis très vite, ça veut dire très tôt ou Très tôt, oui, je pense. Je pense que vers mes ouais, je pense vers mes 10 12 ans, Ah oui. j'ai ouais, j'ai voulu très très vite voir de l'horreur parce que mes parents avaient beaucoup beaucoup de VHS, les télécassettes et tout, et donc du coup je pouvais regarder. J'avais vraiment une vitrine devant moi avec donc bah ça, la mouche et tout, et j'arrêtais pas de réclamer. Et ma mère, elle en pouvait plus. Et un jour, elle me dit, allez.
choisis une cassette, tu peux regarder. Et il y avait, j'ai choisi, donc c'était soit La Mouche, soit Ouija. Et puis je Ah, commence à mettre Ouija. Et puis je me suis dit, ouais, c'est pas un bon plan. J'étais pas trop rassurée, donc j'ai mis La Mouche. Et puis bah, c'est devenu mon premier film d'horreur. est-ce que tu as gardé un attachement au body horror après, Cronenberg et puis toute la clique? Alors, pas au body horror en particulier. Par contre, La Mouche aujourd'hui reste voilà un film que j'aime parce que ça reste mon premier film d'horreur. Même s'il y a des moments où je revois certaines scènes en me disant bon, il y a des trucs aujourd'hui qui sont un peu plus risibles. Ben voilà, la scène du décollement d'ongles aujourd'hui, elle me fait rire quoi. Alors qu'à l'époque, j'étais vraiment au bout de ma vie. Mais non, j'ai pas. Bizarrement, le body horror, c'est pas devenu mon genre favori. Mais voilà. C'est par contre Cronenberg, c'est un réal que j'aime beaucoup. Par contre, j'aime pas sa première période. Tout ce qui est D'accord. frisson, rage, voilà, c'est des films que j'ai vus bah, il y a pas si longtemps que ça et dans lequel je me reconnais pas. Je les trouve pas complets, je les trouve finalement assez vides et je trouve que quand tu les compares avec tout ce qui est bah, comme Faux Semblant, Existence ou encore La Mouche, et ben en fait c'est des films qui sont vachement moins aboutis. Après je me dis c'est dans ses premiers films donc on peut quand même un peu moins juger. Enfin voilà. Et qu'est-ce qui te manque particulièrement dans ces films-là par rapport aux autres que tu as cités? Et ben par exemple Rage, typiquement je trouve que qu'il ne se passe rien. Enfin j'ai l'impression en fait de voir l'intro d'un film vraiment. J'ai eu l'impression de voir l'intro d'un film et une meuf à poil. C'est tout ce que j'ai eu l'impression de voir. Et du coup, j'avais vu le remake avant. Bon, déjà, ça a été peut-être l'erreur parce que le remake met énormément d'histoire tout autour et tout, chose que finalement Rage ne met pas. Il y a vraiment pas trop de mise en place. Et quand j'ai vu Rage, en plus, voilà, j'ai acheté le beau coffret. Je me suis dit, il peut que me plaire ce film. J'adore Cronenberg. Et quand je l'ai lancé, je me suis dit, mais non, non, c'est pas possible. Déjà, j'ai pas du tout aimé le traitement de l'actrice. Je me suis dit, voilà, montrer un corps nu pour montrer un corps nu, ça m'a énervé dès le départ. Et j'ai trouvé que finalement, le traitement un peu zombie, finalement, parce qu'en fait, elle va les infecter comme des zombies, ça va pas au bout. Ça s'arrête soit trop tôt, soit enfin, ça ne va pas assez loin. Le scénario, il est pas assez, c'est pas assez abouti. Et Frisson, c'est pareil, ça m'a laissé sur ma faim. Je me suis sentie vraiment, je me suis dit, ouais, il manque un bout du film, quoi. Alors que pour le coup, Faux Semblant, c'est l'un de mes films préférés. Je le regarde en boucle, je l'aime énormément, je le trouve hyper abouti, autant visuellement, quand tu vois vraiment le travail sur les outils gynécologiques dans le film, ben, je trouve que c'est quand même relativement et à la fois dur et à la fois voilà magnifique, froid, tout ce que tu veux. Et voilà, enfin, et pourtant, dans sa période un peu plus ancienne, j'aime beaucoup Chromosome 3 pour le coup. J'adore Chromosome 3 que je trouve très très bien. Tu citais, cette étagère où il y avait plein de télécassettes, enregistrées à la télé, donc je suppose que c'est les parents qui enregistraient. Quel était le rapport de tes parents au cinéma? Parce que ça avait l'air assez éclectique quand même. Eh ben, je pense que mes parents, en vrai, je me demande, je pense qu'ils regardaient tout, en fait. Je pense que vraiment, ils avaient pas trop de... Enfin, ils regardaient beaucoup d'horreur. Aujourd'hui, mon père ne veut plus entendre parler d'horreur, ce qui me fait beaucoup rire, parce qu'à l'époque, vraiment, il louait tout le temps des vidéocassettes d'horreur. Il me raconte une histoire improbable. Alors ça, c'est leur blague un peu de daron. Ils ont loué un jour une cassette qui s'appelait Snuff Movie, et donc la phrase d'accroche, c'était le film que vous n'arriverez jamais à voir en entier. Et donc, quand ils l'ont mis dans le magnétoscope, la cassette a complètement planté, ça a vomi le truc, elle est morte, la cassette. Et ils m'ont dit, ah bah oui, on l'a jamais vue en entier. Voilà, donc ça, c'était leur super blague. Mais aujourd'hui, ma mère s'est remise à l'horreur et j'en suis très contente. Elle regarde nos lives avec la sororité, elle prend des notes, elle regarde les films, elle adore. Et donc ça, je suis très, très contente de ça. Et c'est vrai que ça me fait rire parce que des fois, je regarde bah, des films comme Démon de Lamberto Bava et là, elle me dit, ah mais oui, mais je l'ai vu à l'époque au cinéma. Et moi, je suis là. Mais t'as vu ça, toi? Et ça m'hallucine. Et donc, je me rends compte que non, mes parents aimaient quand même beaucoup l'horreur. Donc, si mon père aujourd'hui, il est plus Tonton Flingueur, voilà, tous ces films-là, ma mère aujourd'hui, vraiment, elle a renoué avec l'horreur et elle adore, quoi. Donc, Alors là, tu évoques la 1re fois où elle t'a dit, «Choisis», mais est-ce qu'il y a eu également un accompagnement? pour le premier film, oui, parce que du coup, elle devait pas être hyper rassurée. Elle a dû se dire, je reste pas loin si jamais il y a un couac et tout. Même si pour le coup, elle m'a dit, ok, tu veux regarder, tu te débrouilles, mais je pense qu'elle devait pas rester trop loin au cas où. Mais après, mes parents m'ont quand même laissé
choisir vraiment toute seule. Enfin, j'ai eu après ma télé à moi avec mon magnétoscope et du coup, j'avais vraiment le choix dans toutes les cassettes. J'ai eu ma carte de bibliothèque où je pouvais voilà avoir mes cassettes, enfin louer mes cassettes. Et du coup, c'était magique, quoi. Je pouvais là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est vraiment à découvrir les plus grandes sagas. Moi, je suis une passionnée des sagas et j'adore me lancer et me dire, oh là là, il m'en reste 5 à voir, c'est trop bien. Et je pense que mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai commencé les Terminator. J'avais les deux en cassette et donc mon père avait le reste en DVD, je crois, peut-être le 3 ou un truc comme ça. Et j'avais trouvé ça dingue de découvrir ça en cassette, quoi. C'était ouf. Et je me rappelle, mes parents, ils ouvraient la porte et disaient, oh, tu regardes quoi et tout. Alors quand c'était Terminator, ça allait. Et puis un jour, ma mère, elle ouvre et donc je regardais l'Exorciste et elle dit, oh là là, je te laisse là, ça me. Elle dit, je te laisse là. Est-ce que tu as eu des traumas parce que tu as commencé très jeune bon, tu disais que pour l'ongle arraché, tu étais au bout de ta vie, donc j'imagine que tu as pu tomber sur des scènes encore plus violentes. Est-ce que ça t'a jamais rebuté en fait? Eh ben, bizarrement, mon plus gros trauma et qui m'a suivi pendant, je pense, bien au moins 2-3 ans et qui aujourd'hui, c'est quand même encore une phobie, c'est en fait un épisode de Chair de poule. Parce que du D'accord. coup, j'ai commencé, ouais, c'est improbable. J'ai commencé l'horreur avec Chair de poule, où je lisais beaucoup de bouquins comme ça pour enfants d'horreur. Et il y avait un épisode, c'était le pantin maléfique, ou je sais plus, un truc comme ça. Et donc, j'avais lu le bouquin et j'avais loué la cassette à la bibliothèque. Et puis bon, ce qui était bien, c'est que mon frère me suivait partout. Donc, j'ai un petit frère qui a 6 ans de moins que moi. Et donc, qui a voulu voir le film avec moi, hein. Donc, ma mère et mon frère me détestent encore à cause de ça. Parce que si moi, ça m'a traumatisé, mon frère, c'était encore pire. Et donc, j'ai vu ce fameux épisode en 2 parties. Et en fait, pendant, franchement, je dirais, ouais, bien 2-3 ans, Slappy m'a traumatisée. Dès que je voyais une poupée chez quelqu'un, je me mettais à pleurer. Dès que je voyais le début de l'épisode de Profiler, il y avait en fait une version du générique de Profiler avec des poupées cassées et tout. Bah, ça me faisait peur. Enfin voilà, c'était Hmm. vraiment un gros trauma. Et par contre, en trauma, vraiment en film d'horreur, j'ai pas de gros souvenirs, non. Si, à part Chucky, mais en fait, vu quand après mes parents, ils ont quand même pour les gros films d'horreur, ils ont quand même pas mal filtré, enfin jusqu'à peut-être mes 14 ans. Enfin voilà, j'ai pas eu le droit de regarder tout de suite des gros films d'horreur. Du coup, ça fait qu'en fait, je regardais beaucoup les images sur Internet et en fait, je me faisais flipper qu'avec les images. Donc par exemple, Chucky, je les ai vus très tard vu que j'avais peur des poupées et en fait, j'avais peur rien qu'avec les images de Chucky. Moi, il m'en fallait pas beaucoup plus, hein, donc. Bah, il en faut pas beaucoup puisque une partie de l'horreur moi je trouve que l'horreur réussie, c'est l'horreur qui te suggère plutôt que de te Mm. montrer et c'est toi qui te fais, l'image et elle est Ah, pire mais que ce qu'on peut te totalement. montrer, ouais. Aujourd'hui, pour faire tes vidéos, dès que tu vois un film, je suppose que tu vas voir tout ce qui a été dit sur le film sur internet. Est-ce que ça t'arrivait quand tu étais plus jeune? Ouais, j'adorais, quand j'étais jeune, j'adorais aller voir sur Skyblog. D'accord. C'était ma passion. Tu peux à peu près dater mon âge, tu vois, par rapport à mes infos. Et j'aimais beaucoup. Et du coup, j'adorais les histoires. Bah, par exemple, c'était pour Amityville, où je me rappelle, je regardais toutes les histoires justement sur les skyblogs, où j'avais tout fouillé, vraiment les photos qui avaient été récupérées, les bouts d'audio. Enfin voilà, j'étais complètement obsédée, plus à l'époque vraiment sur tout ce qui entourait les histoires vraies autour des films d'horreur. Je me rappelle que j'avais beaucoup fouillé autour de Hensfield, tout ce qui était aujourd'hui ce qui a été adapté en Conjuring 2, tout ce qui avait été aussi par rapport à Poltergeist 3, voilà, tout ce que les tournages maudits, The Crow, à l'époque, ça me passionnait et Wikipédia n'existait pas. Alors du coup, Skyblock, c'était vraiment le passionnant pour trouver toutes les informations improbables. Alors, savoir si à l'époque elles étaient justes, ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, c'était passionnant. Est-ce que tu as une formation, d'études de cinéma ou c'est de l'autodidacte? Alors, j'ai eu des cours de cinéma, mais j'ai pas de formation à proprement parler en cinéma. J'ai une formation en histoire de l'art. J'ai une licence en histoire de l'art. J'ai fait un an aux Beaux-Arts. Et après, rien à voir. J'ai un master en éducation, donc rien à voir. Mais du coup, ça m'aide pas mal pour le côté pédagogue. Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, c'est bien. Ça fait que j'ai pris un bloubi-boulga de toutes mes études pour faire ce qui me sert dans mes vidéos, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas à proprement parler, voilà, un diplôme de cinéma. J'ai eu dans mon cursus de licence des cours de cinéma qui m'ont pas mal aidé.
Et aujourd'hui, le seul truc qui me manque et que je regrette, et du coup, je pense que voilà, en autodidacte, je vais approfondir ça. Je vais m'acheter des livres parce que voilà, j'adore bouffer des livres pour mes vidéos. C'est tout ce qui est terminologie autour des plans, des séquences, voilà. Ça me manque et j'aimerais l'ajouter pour mes prochaines vidéos. Comment tu trouves le temps? Comment tu concilies avec, je suppose que tu as un métier, En ce moment, on va dire que j'ai enfin une chance. Non, c'est pas une chance inouïe. Voilà, comment dire? Je suis en arrêt, donc voilà, Ah depuis. mais c'est indiscret, pardon. Non, 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 c'est pas. J'en parle, donc c'est pas indiscret. Depuis 4 ans, voilà, je suis malade, donc je ne peux pas travailler. Du coup, ça fait que c'est aussi pour ça que j'avais déjà lancé mon blog avant. Avant, je travaillais à l'Institut Lumière, donc toujours le cinéma, hein. Et donc, malheureusement, à cause de ce petit truc, enfin petit gros, voilà, j'ai dû arrêter. Et du coup, c'est aussi pour ça, je pense que mon copain m'a dit, allez, les vidéos, ça va être sympa. Et c'est cool parce que ben même si je peux pas faire grand-chose à cause voilà de ma malformation qui m'empêche pas mal de voilà ça m'empêche d'être autonome, de travailler et tout. Les vidéos c'est bien parce que justement je peux adapter mes recherches, mon temps, voilà. Et donc même si ça peut m'arriver bah par exemple pour le montage de la dernière vidéo, j'ai fait 48 heures non-stop. Enfin, comme je pouvais, bien sûr, j'ai j'ai adapté avec ma santé, hein. Mais c'est vrai que voilà, j'ai la chance. C'est aussi pour ça que les gens me disent ah mais tu regardes beaucoup de films. Je dis non mais je suis en arrêt et ça m'arrive aussi avec ma maladie d'être alitée. Donc, quand tu es alité, eh ben, la télé, c'est ton meilleur ami. Donc, ne complexez pas. C'est pas, je vis pas dans une faille temporelle autre. C'est que j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup de temps. C'est le côté positif de la chose. Mais du coup, c'est vrai que par contre, ça prend beaucoup de temps de faire les recherches pour la vidéo sur Antebellum. J'avais commencé les recherches en septembre. Et bon, bah, j'avais d'autres vidéos en parallèle. Et c'est vrai que le calendrier de l'avant d'Halloween m'avait pris beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps. Voilà, donc j'étais un peu lessivée. Du coup, j'ai mis moins de rapidité à faire mes recherches. Mais c'est vrai que j'étais sur au moins, je dirais, 10 livres. Donc, tout remettre, voilà. En plus, c'est des fois des livres en anglais, donc le temps de les traduire, de revoir le film, de vérifier toutes les séquences, de voir si ce que je dis, bah, il n'y a pas de bêtises dedans. Donc, ça prend du temps quand même. Et quand on arrive à la phase de montage et que enfin tout ce qu'on a écrit prend vie, là, c'est magique. Franchement, je pensais pas que je prendrais autant de plaisir parce qu'avant, la seule expérience que j'avais en montage, c'était des vidéos d'anniversaire. Donc, j'avais jamais. Non, mais c'est vrai, hein, le logiciel que j'avais, je monte sur Filmora, j'adore ce logiciel, je le trouve vraiment hyper intuitif. C'est un logiciel bah, qui n'est pas un logiciel gratuit par contre, mais qui est vraiment top. Et donc du coup, je me suis dit, allez, je reste là-dessus, on verra. Si ça ne me va pas, je change. Et donc je l'ai gardé, ça fait presque 1 an que je l'ai. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'apprends, je trouve toujours de nouvelles techniques. Je suis un peu en mode baroudeur tout le temps en train de tester. Et voilà, je m'éclate. Je trouve ça hyper ludique d'apprendre et c'est super intéressant, Tu quoi. parles de ta série, super intéressante, sur, le calendrier de l'avent d'Halloween. Bah, super pépite, là je l'ai découvert, en préparant, je connaissais un peu la chaîne, mais j'avais pas regardé systématiquement les vidéos et là, bah, ça m'a donné envie, d'être à Halloween prochain et de le faire avec mes enfants, tu vois? De tous les jours un petit film avec une petite présentation comme ça, piocher dans tes conseils. Et tu dis aussi que tu adores Noël. Oui. Est-ce qu'il serait possible de voir la même chose pour Noël ou c'est complètement hors sujet sur ta chaîne que Alors j'avais fortement hésité à le faire et puis en fait je me suis dit il faut faire un choix. Si je le fais pour Halloween, je le fais pas pour Noël. Et du coup je me suis dit allez voilà, je garde le format pour Halloween. Après peut-être que si l'année prochaine j'arrive à prendre plus d'avance sur Halloween, je ferai pas un calendrier, mais je ferai peut-être une seule vidéo avec des sélections de films pour Noël. Possible. Mais en tout cas, c'est vrai que là, je me suis dit, voilà, je peux pas spammer les gens. J'avais déjà trop spammé avec Halloween. Sachant que cette année, normalement, si tout va bien, je devrais soit revenir avec un calendrier sur le thème zombie, soit coming of age. C'est l'un ou l'autre. Je me suis pas encore décidée, donc voilà. bah, justement, comment tu vois l'avenir de ta chaîne
à à moyen et long terme? Toujours horreur, avec des nanars musicaux, avec un peu de live de la sororité, avec j'aimerais bien ajouter une catégorie un peu nostalgie VHS, avec peut-être des formats sur des films comme Princess Bride ou Last Action Heroes, des choses comme ça, peut-être des formats plus courts, mais voilà, sur le principe, rester sur ça, et puis ajouter peut-être des formats voilà, sur une histoire du zombie avec des interventions de gens plus spécialisés, mais des formats qui me prendront encore plus de temps. Déjà que ça me prend beaucoup de temps les autres, mais voilà, sur le moment, là pour l'instant, ce format me convient bien. Ça me va. On a acheté Les Mystères de Pékin parce que c'était à genre à 10 € dans un vieux Leclerc, de Normandie Ah, j'ai et jamais fait cela. beh, c'est les vieux jeux, hein, c'est des jeux qui nous faisaient fantasmer quand on était petits, dans les années 80 et puis en fait, il est hyper raciste. On s'est pas rendu compte, Oh non. de tous les, tous les personnages, ça se passe dans Pékin et tous les personnages en fait, sont à des coins différents de la ville. C'est un peu un Cluedo et Ouais. et ils ont tous des noms pas possibles et ils tiennent bien sûr un pressing, un diamantaire, enfin tous les clichés, Oh asiatiques non. et avec des noms, des enfin des jeux de mots pourris, sur leurs noms, quoi. Mais ça passerait tellement plus ça aujourd'hui, quoi. C'est un truc Bah de si, ouf, ça hein. passe encore parce qu'il est neuf. C'est vendu neuf. C'est pas c'est une réédition, quoi. C'est Ah vendu. ouais?